Alors, Roméo, tu es là? Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue dans la Banking School de ce soir. Bienvenue à Roméo, bienvenue à Daniel. Euh, je reconnais les prénoms, c'est pas la première fois. Bienvenue à Ulysse. On va juste commencer dans 3 minutes maximum. On donne le temps afin que d'autres s'installent. Très bien. Entre-temps, si vous avez une question, une clarification dans les 2 prochaines minutes, vous êtes les bienvenus. Sinon, on commence dans 2 minutes maximum. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à Kessner. Bienvenue à Keita. Bienvenue à Bonaventure. Cario. Bienvenue. On commence dans 1 minute. Bienvenue tout le monde. Bienvenue. Très bien. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la Banking School de ce jeudi. Aujourd'hui, nous sommes à la première journée, là où on va explorer le problème que ce concept est là pour résoudre. All right? Et ce soir, les choses vont être un peu différentes, car j'aimerais qu'il y ait un volontaire car qui, qui serait ouvert à répondre aux questions que je vais lui poser, qui sont vraiment simples, d'une façon conversationnelle, pour le bénéfice de tous. All right? Si cette personne peut être sur audio, ça serait vraiment une très bonne chose. OK? Donc, on va vous donner le temps. Qui aimerait se porter volontaire? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que nous sommes ensemble? N'ayez pas peur. Il n'y a personne qui s'est déjà blessé avec nos présentations. Donc, ça va être fluide. Bienvenue, Roméo. Bienvenue. All right. Donc, le temps venu de te poser la question, tu vas répondre et tu vas répondre avec la meilleure version de la réponse que tu as. OK? Donc, aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de visuels, mais c'est un moment qu'on va prendre afin que je vous fais parcourir le problème que ce concept est là pour résoudre. OK? Et
Aujourd'hui, le problème sera vu sur 3 mécanismes. Le premier mécanisme ici qu'on va voir, c'est tu fais tout le travail, mais tu ne contrôles pas le flux. Le deuxième mécanisme qu'on va voir, c'est on t'a appris à optimiser 10% de l'argent que tu épargnes, pendant que 90% s'échappe. Le troisième mécanisme qu'on va voir, c'est chaque dollar qui sort est une fuite à vie. Donc, il y a un coût d'opportunité. Le dernier mécanisme qu'on va voir, c'est tes épargnes sont exposées à l'attaque et à la restriction. OK? Donc, ça va vraiment être très fluide et la présentation est supposée de durer un maximum de 45 minutes à 1 heure et puis on passe aux questions ouvertes. All right? Donc, bienvenue à tout le monde. Ici, je vais partager juste mon écran. OK? Et avec l'écran que je vais partager, je ne vais juste regarder 2 slides. Il y aura la slide du fichier Excel que j'aimerais utiliser pour présenter ce que j'ai à présenter. Et puis, il y aura aussi la slide du livre de Nelson Nash. OK? All right. Je partage mon écran. Très bien. Le son est bon, tu m'entends? Le son est propre, limpide. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Alors, ce soir, on va voir le problème que ce concept est là pour résoudre. OK? Vous êtes bienvenus. Si je dis quelque chose et que vous avez une question, une clarification dont vous avez besoin, ne m'arrêtez pas dans les prochaines 45 minutes. Écrivez juste la question dans le chat. All right? Ou bien levez votre main. La meilleure chose, c'est d'écrire la question dans le chat. Indépendamment de comment la question est posée, nous sommes équipés à y répondre. Donc, comme je disais, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Loris Moguisha. Je suis un praticien et coach de ce concept qu'on appelle le concept bancaire infini. Je suis aussi partenaire de Gaël et de Guy. Dans la mission qu'on s'est donnée, c'est de partager cette connaissance à toute personne qui a le temps, la volonté et l'envie de nous écouter. All right? Car on croit en ce message, on croit que chaque personne ici, parmi nous, il y a des clients qui sont actuels et il y en a des personnes qui sont nouveaux, donc que j'ai pas pu reconnaître, donc peut-être qu'ils ne sont pas encore nos clients encore, mais chaque personne qu'on s'est rencontré, on a eu des conversations qui nous ont amenés à comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de devenir votre propre comptable, on ne parle pas de devenir votre propre mécanicien. Pourquoi est-ce qu'au Canada, on parle de devenir votre propre banquier? C'est là où on part, c'est là où on part. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'aimerais vous parler que c'est ce concept, nous ne sommes pas à l'origine. Le monsieur que vous voyez ici, il s'appelle Nelson Nash. C'est lui qui a développé ce concept. C'est pas lui qui a créé le produit pour implémenter ce concept. Il y a le message, il y a le concept et il y a le produit. OK? C'est lui qui a développé le message, le concept qui est autour du produit qu'on utilise pour implémenter ce concept. Et j'aimerais un peu passer dans son histoire, car je pense que la plupart des personnes ne savent pas qui est Nelson Nash. Right? Ou bien ne savent pas pourquoi est-ce que tout le temps on doit le citer. Pourquoi? Car ce qu'il a fait était juste hors pair. C'est juste impressionnant. OK? Et ça va pas prendre beaucoup de temps. All right? Donc, bienvenue encore. So. Loris, pardon, excuse-moi de te couper. Tu peux enlever la pop-up là parce que ça cache une partie du partage de ton écran. All right. Yes. Maintenant, c'est bon comme ça? Yes, parfait. Très bien, très bien. Alors, ici, Nelson Nash en 81. En 81, oh, maintenant je vois personne entre-temps. En 81, Nelson Nash était un investisseur. Il était un père, un mari, un grand-père. Et il était aussi dans l'industrie de l'assurance. Il était beaucoup de choses. Il était développeur. Il développait des terrains aussi. Tu vois, ici maintenant, quand on parle d'investissement immobilier, si quelqu'un est toujours dans les duplex, triplex, oui, il est en train de commencer. Mais quand on entend que quelqu'un est maintenant allé dans le développement de terrain, c'est que maintenant, il a pu avoir une connaissance qui est au-delà de la normale. Et en 81, c'est là où Nelson Nash était. Sauf que dans le temps, les taux d'intérêt étaient à 8%. Ça, ici, on parle des taux
c'est là où maintenant je vais avoir besoin de mon accompagnateur. Roméo, est-ce que tu es là avec nous? Bien sûr, je suis là. Merci. J'ai une question pour toi, Roméo. Es-tu propriétaire d'une maison? Oui. Parfait. Quand tu as acheté ta maison, tu as acheté, quel était le taux de la Banque centrale? C'était le taux auquel moi j'ai acheté était autour de 3, un peu plus de 3%. Très bien. Imagine-toi maintenant en 81, Nelson Nash, quand il prenait des prêts hypothécaires, il finançait ça à 9,5%. Mais comprenons bien, les prix dans le temps étaient moins élevés. Et comme il est entré dans le développement des terrains, il avait une dette de 500 000 $. Right? Roméo, j'ai encore une question à toi. Quand tu as acheté la maison, tu as verrouillé pour une période de combien de temps? De combien d'années? 30 ans. 30 ans, mais l'amortissement? 2 ans, 3 ans? 3 ans. 3 ans. Oui. Imagine-toi dans le temps de Nelson Nash, car il faut que vous ayez ce contexte. Dans le temps de Nelson Nash, c'était une habitude que vous revisitez les toits avec la banque à chaque 90 jours. Imagine si ça se passe à toi, Roméo, est-ce que tu vas dormir en paix? Si à chaque 90 jours, tu vois, tu dois visiter la banque pour renégocier le taux. Et c'était pas une formalité, c'était une négociation. All right? Et maintenant, le taux, donc le prime, OK? Le taux qui était à 8%, en 82, ce taux est passé à 21,5%. Il faut maintenant qu'on ajoute le 1,5% de la banque commerciale. Le tout donne un 23%. Roméo, si demain le taux que tu empruntes pour ta maison triple, qu'est-ce que tu vas faire? Là, c'est la mort. Donc, tu prends tes clés et tu ramènes ça à la banque. Absolument. Et Roméo, j'aimerais juste que les gens comprennent qu'on ne se connaît pas, on ne s'est pas parlé au début, donc c'est la première fois qu'on discute, n'est-ce pas? Absolument, oui. Et je te remercie d'avoir participé comme ça. On va continuer ensemble, all right? Maintenant, nous sommes, essayez un peu de vous imaginer. Nelson Nash, il a 51 ans. OK? Nous sommes en 82. OK? Il commençait à avoir la retraite à l'horizon, car il reste quelques années. Mais maintenant, il était en investissement immobilier, car les gourous lui ont dit qu'il peut faire de l'argent, car l'immobilier, comment est-ce que les gens font de l'argent? Ils achètent la propriété, ils rénovent, ils le stabilisent, ils refinancent, et ils revendent la même chose. Maintenant, Nelson Nash suit les étapes que les gourous lui ont parlé, et il n'y a rien contre l'immobilier. C'est juste les faits. All right? Et en 82, le taux triple. Il ne s'agit pas d'une dette de 10 000 $, de 20 000 $. Il s'agit de 500 000 $ en 82. Et 500 000 $ en 82 équivaut aujourd'hui à 2,5 millions de dollars canadiens. Et ce 23% que vous voyez, ça représente autour de 325 000 $ canadiens qu'il n'était pas prêt à payer en intérêt. Rémo, tu te trouves dans cette situation, qu'est-ce que tu fais? Vraiment pas beaucoup de choix. Soit il faut revendre la maison pour rembourser les créanciers ou aller trouver l'argent et payer les créanciers et garder la maison ou bien remettre à la banque. C'est les deux solutions. Maintenant, j'aimerais te rappeler quelque chose. Tu te rappelles que ce n'est pas une maison, c'est un développement de terrain. Donc, il n'a même encore rien bâti qu'il peut justifier pour aller vendre même à la juste valeur pour se sortir de cette dette. Absolument. Et pour les investisseurs qui lui approchaient, il lui proposait à vendre ses propriétés à un coût moindre. Right? Car qui va acheter quelque chose qui n'est pas complet à des taux de 23%? Maintenant, comprenez quelque chose. Nelson Nash, il a 52 ans. La seule chose qu'il s'est mis à faire, il a commencé à prier, les gars. Il a commencé à dédier les nuits, dans des périodes de 3 heures à 4 heures, à prier. Et c'est dans des moments de prière, de méditation, que une révélation est venue à lui et il s'est dit, attends un peu. Parmi toutes les sources de là où je comptais avoir de l'argent, accéder à de l'argent, il y a une source que j'ai jamais considérée comme source de liquidité.
Et il s'agissait des outils qu'on va parler demain comme solution. Des assurances vie entière avec participation, on va en parler demain. Et c'est là où il est allé chercher dans ces outils. Et dans le temps, les gens étaient accoutumés à avoir ces outils. Et il a trouvé que il avait non seulement 3 polices, là, il était au courant, OK? Mais la bonne nouvelle, c'était que pendant que les taux étaient à 23%, les compagnies d'assurance étaient prêtes à lui prêter de l'argent à un taux entre 5 à 8%. Et c'est là où ça l'a intrigué, ça l'a choqué. Et il s'est dit, comment ça se fait que les banques sont maintenant à 23%? Et maintenant, la compagnie d'assurance me dit, on peut te donner de l'argent à 5 à 8%. Tu n'as pas besoin de repayer, tu n'as pas besoin de faire tous les avantages. Tu as juste besoin de prendre l'argent et faire ce que tu as besoin de faire. Et c'est maintenant qu'il s'est plongé dans l'étude de ces produits. Car il dit, si j'aurais considéré ces produits comme source de liquidité, je ne serais pas dans ce problème. J'aurais pu utiliser ces sources de liquidité pour financer les projets que j'avais besoin. Maintenant, comprenons quelque chose. Il ne devait pas 50 000 $, c'est 500 000 $. Et on a vu combien élevé c'est aujourd'hui. Ce qui s'est passé ici, c'est que ces 500 000 $, il a pu gérer ça dans 13 ans. Donc, de 82 à 95, il n'était en train que de gérer ses dettes. L'argent qu'il a trouvé dans les polices lui a donné une opportunité d'acheter le temps et de pouvoir aller se restructurer. Et aussi, il a commencé à enseigner les autres comment implémenter ce concept. Et en enseignant les autres, c'est là où son revenu a augmenté et il a pu sortir des dettes. Et maintenant, l'histoire, là où je voulais en arriver, c'est ici. Dès 96 jusqu'à aujourd'hui, la famille de Nelson Nash ne se tourne jamais à la banque pour acheter ce dont ils ont besoin. Pourquoi? Car dans les 13 années que Nelson Nash s'est battu pour éliminer les banquiers, ils les appelaient les serpents et les dragons, il y a quelque chose qui s'accumulait d'une façon ininterrompue. Et maintenant, dès les années 96, lui, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, les gendres, les beaux-fils et les belles-filles, ils n'utilisent juste que les comptes bancaires pour la convenance du débit, pas pour y faire résider de l'argent et pas pour emprunter. Ils empruntent dans le système que papa a laissé et ils remettent dans le système que papa a laissé. Donc, l'argent, les intérêts, ça reste dans la famille. Ça, c'est l'histoire de Nelson Nash et je pense que c'est important que vous sachiez cela. Et Je pense qu'il a un souci technique. Je vois rapidement avec lui 2 secondes. est-ce que vous m'entendez? Oui, Yes. Ça s'était coupé, right? oui. Est-ce que maintenant le son est mieux? Yes. Désolé pour cette interruption, je suis vraiment désolé. Alors, je vais continuer là où j'étais. Donc ici, je disais que l'histoire commence à être intéressante, car depuis 1996, Nelson Nash, il est décédé en 2019. Et qu'est-ce que sa famille a réalisé à son décès? Sa famille a réalisé que, en fait, il a laissé 45 polices. Et dans les 45 polices, 17 polices étaient sur sa tête, 2 polices étaient sur des partenaires d'affaires et 26 polices étaient sur les membres de sa famille. Demain, je vais vous apporter l'image des polices qu'il a laissées dans une période de 2019 à 2022, afin qu'au moins vous voyez exactement qu'est-ce qu'il a laissé. OK? Mais comprenez-vous quelque chose? Depuis ce moment, Nelson Nash, il n'a vu que la banque pour des prêts que ce n'est pas lui qui va payer. Jusque-là, vous me suivez. Et ça, mesdames et messieurs, ça c'est Nelson Nash dont on parle. Et maintenant, l'idée ici, c'est pas de vous parler de la solution aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de vous introduire quels sont les problèmes exactement que Nelson Nash a pour résoudre avec ce concept. On ne va pas parler de la solution. On va se retenir, on ne parle pas de la solution. La solution, c'est demain. Et il y aura vraiment beaucoup de choses à voir demain en termes de solutions qui sont très pratiques. Ce que j'aimerais qu'on fait ce soir, c'est j'aimerais qu'on suive ce que Nelson Nash a dit. Car dans son livre,
Je vais partager mon écran encore. Ça, c'est le livre électronique de Nelson Nash. Et on ne le vend pas, mais le website de Nelson Nash vend ce livre. Et ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que il coûte 32 $. Vous pouvez l'acheter physiquement. Et quand vous l'achetez physiquement, je vais personnellement vous donner ce livre électronique. Car si vous comptez faire affaire avec nous, devenir nos clients, avoir ce livre avec vous sera quelque chose de très important. Ce n'est pas obligatoire, mais on le recommande. Car chaque coach qui va vous accompagner, il va se référer sur ce livre. Que ce soit pendant la phase de stratégie ou après la phase de stratégie. Maintenant, voilà l'idée de base de ce concept. L'idée de base est de récupérer les intérêts que l'on paye aux banques et aux sociétés de financement pour les principaux biens dont nous avons besoin au cours de notre vie. J'ai encore une question pour toi, Roméo. Oui, je suis là. On vient de voir la définition, n'est-ce pas? Bien sûr. Maintenant, entrons un peu dans le détail. Et la raison pour laquelle j'ai appelé involontaire, c'est à cause de cette phase dans laquelle on va entrer tout de suite. Car on va voir, au fait, pourquoi est-ce qu'on vous amène une soirée comme ça, un jeudi, vous pourriez être avec votre famille, mais on commence à vous parler de récupérer les intérêts. Pourquoi récupérer les intérêts? Car ça, c'est le premier problème qu'on va essayer de comprendre. Et vous allez voir que ça va être très fluide et très simple à comprendre. All right? Alors, j'ai une question pour toi, Roméo. Es-tu salarié ou entrepreneur? Je suis salarié. Très bien. Donc, j'ai une question. Quand tu reçois ton salaire, est-ce que tu reçois ça chaque 2 semaines ou chaque semaine? Chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Très bien. Maintenant, quand tu reçois ton salaire, où est-ce que ton salaire arrive en premier? À la banque, dans mon compte bancaire. Dans ton compte bancaire. All right. Oui. Donc, maintenant, tu as l'argent. Et la question que j'ai ici, c'est, donc toi, tu as dû échanger ton temps et ton énergie pour avoir ton salaire, n'est-ce pas? C'est ça. Le fait que ton salaire est arrivé ici, le fait que tes épargnes sont ici, ça rend de toi un déposant. Pourquoi? Tu as choisi volontairement à ce que le salaire arrive ici. C'est ça. Et c'est comme ça que le système est bâti. Maintenant, la prochaine question qui s'en vient, c'est, penses-tu que pendant que l'argent est à la banque, penses-tu que le banquier l'utilise ou bien il le laisse s'asseoir? Je pense qu'il l'utilise. OK. Donc, on vient d'introduire un deuxième caractère. Il s'appelle le banquier. Et dans les 100 façons que le banquier utilise notre argent, comment il utilise, à ce que tu saches? Ben, c'est clair que quand l'argent est déposé dans le compte, si les gens ont besoin de faire des prêts, il va faire ces prêts-là, il va charger des intérêts dessus. Très bien, très bien. On va aller doucement. Donc, quand l'argent est dans le compte bancaire, on comprend bien que le fait que vous voyez 5 000, 10 000 dans votre compte bancaire ne veut pas dire que l'argent est juste là. Pourquoi? Si demain tu prends un billet de 100 $ et tu signes dessus et tu vas déposer dans ton compte bancaire, ne pense pas que ce billet va être conservé dans la boîte de Roméo. Ton argent, mon argent, réside dans un même système. OK? Donc, pendant que nous, on a l'argent dans nos systèmes bancaires, les banquiers, ils savent bien et ils vont assumer que c'est pas tout le monde qui vont venir et dire on aimerait retirer notre argent. Et une autre question que j'ai pour toi, Roméo, c'est si aujourd'hui nous sommes jeudi, si demain matin, vendredi, tu vas à la banque et tu leur dis j'aimerais retirer 25 000 $ cash, est-ce qu'ils vont te le donner? Ils vont me demander qu'est-ce que je veux en faire, vont chercher à comprendre. Très bien. Avant de et la solution? Oui. La solution va tourner autour de est-ce qu'on peut te proposer un chèque? Oui. Peut-être un chèque certifié. Pourquoi? Le chèque certifié, c'est du papier. C'est pas de l'argent. C'est juste que ça va bouger, mais la liquidité à l'arrière, ça continue. Donc, quand l'argent entre dans le système bancaire, le banquier va faire tout
afin que personne ne vienne interrompre ce flux de l'argent, ce flux, ce mouvement. OK? Maintenant, tu as bien dit que le banquier, ce qu'il fait avec notre argent, la plupart des fois, il va prêter ça. Il va prêter à qui? À quelqu'un d'autre comme à un autre Un citoyen. emprunteur. Oui, Quelqu'un on peut appeler un emprunteur. l'emprunteur, oui. Et quand le banquier fait ça, sachant qu'il utilise principalement l'argent des déposants, il fait ça pour l'intérêt de qui? Ah, pour son intérêt, lui, le banquier. Ou bien pour l'intérêt des propriétaires. Oui, Très bien. Donc, de la banque. Donc maintenant, on vient de décrire exactement les 4 caractères, n'est-ce pas? c'est ça. Maintenant, la question que j'aimerais que tu répondes pour moi, c'est parmi les 4 caractères, tu es lequel? Le déposant. Le déposant? Quoi d'autre? Bon, peut-être l'emprunteur. Peut-être l'emprunteur. OK? Oui, Pourquoi? En fait, que tu aies des dettes ou pas, tu es un emprunteur. Mais on va voir ça plus tard. Maintenant, le problème maintenant que la plupart des Canadiens qu'on rencontre souffrent, c'est qu'ils ne sont juste que les 2 caractères. Ils ne sont pas le banquier, ils ne sont pas le propriétaire de la banque. Ils ne sont juste que les 2. Et maintenant, avançons un peu dans la phase du problème. OK? N'est-ce pas vrai que quand tu as ton salaire, tu commences à payer tes dépenses? oui. OK? Quand tu travailles pour 2 semaines, dis-moi, combien de temps 70% de ton argent va rester dans ton compte? Sachant que, prenons que nous sommes aujourd'hui lundi, combien de jours, combien d'heures, combien de semaines? Mais si ça reste trop, c'est au-delà de 2 semaines. Parce que les dépenses n'attendent pas. Les dépenses n'attendent pas. Donc, tu peux dire que dès que l'argent entre, il y a de l'argent qui sort. Absolument. Et maintenant, la plupart de l'argent sort dans combien de jours? Sachant que toi, tu as travaillé pour ça pour 2 semaines. Je dirais que ça sort plus rapidement que 2 semaines. Donc, toi, tu as donné ton temps, tu as donné 2 semaines, mais tu peux assumer qu'il y a de l'argent qui quitte automatiquement. Oui. Est-ce que quand tu reçois ton salaire aujourd'hui, est-ce qu'il y a de l'argent qui va aussi quitter aujourd'hui? Et qui va quitter mon compte aujourd'hui? Absolument, oui. OK, Puisque donc il y a une portion qui quitte aujourd'hui. Oui. Maintenant, c'est quel pourcentage? Prenons dans les 5 prochains jours. C'est quel pourcentage? Car tu as des dépenses à payer. Disons que au moins 50% vont partir. Très bien. Donc, toi, tu as donné 2 semaines de temps et d'énergie. Et puis, je vais transformer ce 70 en 50%. Et puis, 50% de ton argent va te quitter. OK? Alors, le problème, ce n'est pas que l'argent t'a quitté, car on se comprend. Tu as acheté ce que tu as besoin. C'est ça. Tu as accompli tes objectifs. OK? Oui. Donc, tu as payé ce que tu dois. Tu as acheté ce que tu veux. Mais laisse-moi te faire remarquer quelque chose. Même quand tu as fait ça, l'argent a quitté ton compte bancaire. Oui. Mais l'argent n'a jamais quitté le système bancaire. Non. Et tu te rappelles que tu m'as dit que quand l'argent était dans ton compte bancaire, le banquier l'utilise. Oui, c'est ça. Penses-tu que le banquier va arrêter de l'utiliser à cause que tu l'as envoyé ailleurs? Non, pas du tout. Il va continuer Très à bien. le récupérer. Très bien. Maintenant, qui a travaillé pour tout cet argent? C'est moi. À la fin du mois, qui termine avec cet argent? C'est le banquier. Qui devrait profiter de l'utilité, de l'usage et du contrôle de cet argent à 100%? C'est moi, puisque c'est moi qui ai travaillé pour ça. Très bien. Mais involontairement, sans le vouloir et sans le savoir, on nous a appris qu'en économie, on doit échanger l'argent avec des choses. C'est ça. Mais c'est comme si cette loi s'applique juste aux déposants et aux emprunteurs seulement. Pas à eux. Pourquoi? Chez eux, quand l'argent arrive dans ce compte-là, ça va aller dans un autre compte. Ça va aller dans un autre compte. Là, eux, ils ne profitent que sur le mouvement de quoi? Le mouvement de l'argent. Et tu sais que, Roméo, maintenant, on prend les chiffres, all right? S'il y avait 10 000 $ que tu avais dans ton compte bancaire, Oui. et que tu t'écartes avec à cause que tu dois dépenser,
Est-ce que tu comprends que ce 10 000 $, tu ne vas plus le revoir dans ta vie? C'est fini, il est parti. Tu ne peux plus le réépargner. Tu ne peux plus générer de l'intérêt dessus. C'est ça. Donc, 10 000, c'est un exemple, mais ça peut aussi être 20 000. Bien sûr. Mais entre-temps, toi qui ne génères plus de l'intérêt dessus, tu as donné 2 semaines de temps et d'énergie, tu n'as plus cet argent, le banquier a toujours cet argent. C'est ça. Et il l'utilise pas pour ton intérêt, pour l'intérêt des propriétaires du système. Exact. Mais c'est toi qui as fait toutes les efforts pour gagner cet argent. Oui, c'est ça. Cela représente ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Pourquoi? Le fait que l'argent que toi, tu as introduit dans le système en échangeant le temps et l'énergie, le fait que cet argent ne travaille plus pour toi, mais l'argent ne travaille que pour les banquiers, les propriétaires de la banque, ça représente un coût d'opportunité. C'est pour cela que Robert Kiyosaki a dit ce qui suit. Le plus important, ce n'est pas l'argent que tu gagnes, mais le plus important, c'est l'argent que tu gardes. Combien dure cet argent travaille pour toi et combien de temps cet argent travaille pour toi. Maintenant, j'ai posé beaucoup de problèmes ici. Le premier, c'est tu as fait tout le travail à gagner l'argent. Tu as échangé du temps que tu ne vas plus regagner, de l'énergie que tu ne vas plus regagner, afin juste que ton compte soit comme un compte de transit. Il y a eu ce que tu as acheté, si c'est ça que tu as acheté, mais tu n'as plus cet argent. Et ça, c'est un problème. Au-dessus de ce problème, le fait que tu n'as plus cet argent et que quelqu'un d'autre a cet argent et que ce quelqu'un d'autre continue de profiter de cet argent, à générer de l'intérêt sur cet argent sans t'en donner, ça représente aussi un coût d'opportunité. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Combien tu payes annuellement dans les taxes municipales, dans les taxes scolaires, les assurances maison? On va arrondir à 8 000 $ le tout. 8 000 $. Oui. Très bien. Maintenant, je vais prendre 8 000 $ de dépenses, OK? Et j'aimerais ajouter d'autres dépenses de 12 000 que tu as qui sont variables. OK. Right? J'aimerais garder le chiffre de 20 000. Pourquoi? Le chiffre de 20 000 va nous aider demain. OK? Donc, peux-tu confirmer que chaque année, il y a au moins 20 000 qui te passent à travers les mains? Bien sûr. Très bien. Maintenant, voilà ce que je dis par coût d'opportunité. Comprenez-vous quelque chose? L'idée de base, c'est toujours quoi? Récupérer les intérêts. Maintenant, on va sauter un peu à la page 99 de ce livre. Right? Et vous allez voir dans les points à considérer ici. Nancy Nash nous dit quelque chose au point 6. Il nous dit, vous financez tout ce que vous achetez. Soit vous payez des intérêts à quelqu'un d'autre, ou vous renoncez aux intérêts que vous auriez pu gagner ailleurs. Il n'y a pas d'exception. Maintenant, je vais encore utiliser Roméo. Si tu veux acheter, par exemple, une voiture, tu as combien de moyens? Peux-tu un peu me faire parcourir les étapes? Tu as combien de moyens, combien de stratégies? Soit je peux payer cash. Soit, et pour payer cash, tu dois épargner, n'est-ce pas? Je dois épargner. Très bien. Et soit, on comprend quelque chose ici. Continue. Oui. Soit je peux aller chercher du crédit chez la banque. Très bien. Pour aller faire mon achat. Très bien. Maintenant, nous venons de passer d'une phase du problème dans l'autre phase du problème. Et pour payer cash, tu dois épargner, n'est-ce pas? Bien sûr. Et j'aimerais un peu vous donner une perspective ici. L'épargne dans les yeux d'un banquier, c'est juste une dépense, mais qui est retardée. OK? Car il n'y a pas de l'argent que vous avez épargné en 2010 que vous avez encore. Non, c'est parti. Tu as dû accumuler de l'argent. Et tu épargnes où, généralement? Dans le compte bancaire. Dans le compte bancaire. Et on a bien déterminé que le banquier ne laisse jamais la liquidité s'asseoir. C'est ça. Très bien. Et puis, dès que tu arrives à ton objectif, tu vides le compte.
Oui, Et dès que tu vides le compte, on s'entend bien que la voiture, c'est pas la dernière chose que tu vas acheter. non, Tu auras d'autres besoins à financer. c'est ça, oui. Tu vas repartir le processus de faire quoi? De réépargner. Commencer à épargner encore. Et tu reviens encore à zéro. Tu fais le travail pour rouler le système. Mais le système ne te donne juste que la convenance de juste faire passer l'argent seulement. Et ici, ce que Nelson Nash nous dit ici, il nous dit, soit vous financez tout ce que vous achetez, vous payez des intérêts à quelqu'un d'autre, ou vous renoncez aux intérêts que vous auriez pu gagner ailleurs. On va revenir sur ce deuxième point. Deuxième stratégie que tu as dit, on prend un crédit, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Pour le crédit, il faut que tu appliques ce crédit. Il faut que tu sois préapprouvé. Oui, Et dès que tu es préapprouvé, donc tu vas dans le négatif avec le crédit. Tu as eu ce que tu as acheté. Mais maintenant, il faut que tu commences à faire quoi? À faire des paiements. Qui détermine ces paiements? ben, c'est le banquier. Très bien. Et j'aimerais juste te faire réaliser quelque chose. Que ce soit la personne qui a acheté sa cash ou bien la personne qui a acheté ça sur crédit, ils se retrouvent tous à zéro ici. Oui, C'est juste que l'un, il voit l'argent qu'il a payé et il voit l'intérêt qu'il a payé. Mais la personne qui a cash, il ne voit pas le fait de dire, OK, j'ai fait une dépense de 10 000. Tu as payé des taxes municipales, taxes scolaires de 8 000. Tu as dit, OK, j'ai pris ça de mon compte bancaire. Mais tu ne remarques pas combien tu abandonnes l'opportunité de gagner. Et c'est là où maintenant on revient avec le crédit, tu payes l'intérêt. Avec le cash, tu perds l'intérêt que tu aurais généré. Maintenant, la plupart des clients que je rencontre me disent, Loris, moi, j'ai épargné mon argent et j'ai acheté ce que je veux. J'ai eu ce que j'ai acheté. Comment tu me dis que je perds de l'intérêt? Voilà comment tu perds de l'intérêt. Pour acheter ce dont tu as besoin d'acheter, tu as dû envoyer ça ailleurs. Mais c'est toi qui as travaillé pour ça. Qui devrait en profiter à 100%, c'est toi. Mais qui continue à profiter à 100%, c'est le banquier. Maintenant, laisse-moi, je vais vous donner un peu comme des chiffres qui sont attachés à cette perte d'intérêt. Car la plupart des personnes comprennent bien que si j'achète ça avec crédit, je comprends comment je perds de l'intérêt, je paye de l'intérêt. Maintenant, voyons voir ça. On a bien dit que vous financez tout ce que vous faites quoi? Vous achetez. Donc, chaque achat est financé d'une manière ou d'une autre. Soit vous payez des intérêts à quelqu'un d'autre quand vous empruntez, ou soit vous perdez les intérêts que votre argent aurait pu générer quand vous payez comptant. Maintenant, Roméo, je t'invite à voir ça. On va prendre le premier exemple. Prenons que tu dépenses 20 000 $ une seule fois, cette année 2026. Ça te coûte combien sur 10 ans? Quel est le coût d'opportunité que tu abandonnes de générer sur ces 20 000 sur 10 ans? Si on assume un retour de 5% par année, le 20 000, l'argent que tu abandonnes de générer sur ce 20 000 devient 12 000. Donc, dépenser 20 000 ne te coûte juste pas 20 000 aujourd'hui. Ça te coûte 32 000 en 2036. Ça te coûte 53 000. Ça, c'est le seul 20 000 dans 20 ans. Et ça te coûte 86 000 dans 30 ans. J'ai une question pour toi, Roméo. N'est-il pas vrai que dans 10 ans, tu auras besoin de plus d'argent que tu en as besoin aujourd'hui? Absolument. À cause que l'inflation oui, et aussi juste le coût de la vie. All right? c'est ça. Maintenant, j'aimerais te rappeler que ces 20 000, ils ne te passent juste pas dans tes mains une fois dans l'année. Désolé, une fois dans la vie. C'est chaque année. Maintenant, on comprend quelque chose. Voici ce qui va se passer si au lieu de faire travailler ce 20 000 dans un système et que vous le dépensez, voici ce qui se passe. Si 20 000 te passent à travers les mains pendant 10 ans, cela veut dire que c'est 200 000 qui est passé à travers tes mains. Bien sûr.
Tu vois, si tu ouvres ton compte bancaire, si tu dis à la banque, hey banque, j'aimerais que tu me donnes un relevé bancaire et j'aimerais que tu me montres l'argent que j'ai fait passer dans 10 ans. Ils vont te montrer les 200 000. C'est Mais ça. tu sais ce qu'ils vont pas te montrer? Ils vont pas te montrer ce qu'ils ont généré sur toi. Tu vas voir 200 000 est entré et 200 000 est sorti. Mais tu vas pas voir qu'est-ce que c'est 200 000 tu as perdu l'opportunité de faire sur les 10 ans. Tu vas pas voir qu'est-ce que c'est 400 000 sur 20 ans, ce que tu as perdu sur les 20 ans qui est 261 000. Et surtout, sur 30 ans, tu vas pas voir que 600 000 est passé. Tu vas voir que 600 000 est passé à travers dans tes mains, mais tu ne vas pas voir que 728 000 est l'intérêt que tu as abandonné de gagner. Donc, en résumé ici, sur 30 ans, dépenser 20 000 par année ne te coûte juste pas 600 000. Détrompe-toi. Ça te coûte aussi 728 000 en croissance potentielle, soit un coût d'opportunité de plus de 1,3 million. Et ça, c'est un problème. Roméo, aimerais-tu recapturer l'intérêt que tu aurais perdu sur le fil des années qui te restent dans ta vie? Absolument. La bonne nouvelle, c'est que ce livre, à la page 4, donc l'idée de base, ici on parle de l'idée de base, on ne parle pas de l'idée avancée. C'est pour cela qu'on a la classe Mastery. L'idée de base, c'est de récupérer ses intérêts. L'idée de base, c'est de dire comment est-ce que je peux te projeter et te montrer comment est-ce que dans 10 ans, même si tu as dépensé 200 000, tu peux avoir accès à 251 000. Comment est-ce que dans 10 ans, même si 400 000 est passé à travers tes mains, comment est-ce que tu peux avoir accès à 661 000? Tu sais pourquoi dans ce cas-ci, tu auras ce 261 000? C'est à cause de ce qui suit. C'est parce que quand tu implémentes ce concept, tu n'es juste pas un déposant ou un emprunteur. Tu seras aussi les deux caractères. La raison pour laquelle le problème que les gens rencontrent dans leur vie, la raison pour laquelle ils n'ont pas cet argent, c'est pas parce qu'ils ne travaillent pas plus dur, mais c'est parce que ces sommes-là, sur la durée de leur vie, qui est parti dans les mains d'un banquier alors qu'il pourrait reprendre ce contrôle, c'est parce qu'ils n'ont pas ces sommes. Et tu sais, si tu essaies d'évaluer les dettes que tu as dans ta maison, c'est quelque chose que je remarque, c'est un schéma que je remarque dans les clients qu'on rencontre par jour, au moins dans nos calendriers, il y a 3, 4, 5 clients par jour. Et une remarque personnelle qui n'est pas des statistiques, c'est vraiment donc c'est ce que j'ai remarqué de moi-même. C'est vraiment la moyenne des clients. Quand les clients ont environ 30, 40, 50 000 dans des comptes verrouillés, là où ils disent, OK, on va utiliser ça plus tard, je trouve aussi qu'ils ont des dettes équivalentes. Ils ont environ 50, 60 000 de dettes, alors qu'ils ont 50, 60 000 d'argent qu'ils ont verrouillé quelque part, qu'ils ne peuvent pas toucher, soit par leur emploi, ou soit eux-mêmes volontairement, ou soit les deux. Et maintenant, l'idée, c'est comment prendre ça et toi-même devenir le banquier. Et maintenant, ce qu'on vient de voir ici, le fait que soit tu payes de l'intérêt, ou soit tu perds de l'intérêt, ça, c'est un problème. Maintenant, regardons le problème d'un autre angle. Ça, c'est la dernière illustration avant que je vous remette la parole et que vous commencez à me poser des questions. Roméo, prenons que dans ta vie, tu as ces dépenses-ci. On a auto, on a logement, on a épicerie. Donc, l'épicerie va être inclus dans les styles de vie. OK. Et je vais attribuer ces pourcentages selon comment Nelson a attribué ça dans son livre, afin un peu que vous compreniez là où on va ici. Prenons que le transport peut te prendre au moins 20%, le logement 30% et le style de vie 40%. Dites-moi, comment est-ce que la plupart des personnes, Roméo, comment est-ce que la plupart des personnes financent ces trois choses-là, ces trois catégories de dépenses? Avec la dette. Voilà. La plupart des personnes utilisent soit la dette ou
Le cash. Le cash, oui. OK. Maintenant, donc la dette ou le cash. All right, on va y revenir. Et ça représente 90%. Et maintenant, tenez-vous bien, ça c'est un autre problème qu'on va adresser ici. OK? Et prenons que le Canadien moyen, même si aujourd'hui l'épargne moyenne des Canadiens par mois est à 5%. 5. OK? Donc, si le Canadien moyen gagne 5 000 par mois, ils épargnent moins de 250 $ par mois. Maintenant, observez ce problème. Et la raison pour laquelle ce problème existe, l'une des raisons pour laquelle ce problème existe, c'est à cause de l'industrie des services financiers. C'est à cause de l'industrie des services financiers. Je ne blâme personne. Moi-même, j'ai passé 2 à 3 ans en train de donner des conseils classiques, mais je n'adressais pas vraiment le problème de l'argent, le problème que les Canadiens, donc le problème de l'argent que les Canadiens ont. Mais on va adresser cela ce soir. All right? Alors, ici, on vient de voir que, afin que ce soit égal, ici, je vais mettre 10%, OK? Afin que ce soit 100%. Alors, comprenons quelque chose. Si demain, vous allez rencontrer un conseiller financier, il est très OK, il est vraiment ouvert à vous montrer comment avancer dans la vie avec le 10%. Personne ne va vous parler de ce 90% ici qui va chez le banquier. Pourtant, que ce soit le 10% ou le 90%, vous avez fourni les mêmes efforts pour gagner cet argent. Sauf que les deux sommes d'argent-là, ils vont travailler pour vous d'une façon différente. Et maintenant, laissez-moi un peu, je vous montre le comble. Le comble, c'est que on sait bien que la plupart des personnes vont financer les autos et les logements par crédit. Et ça, c'est une question que je vais poser à Roméo. Alors, la question que j'ai pour toi, Roméo, c'est quand tu as acheté ta maison, est-ce que tu as pu faire une analyse de regarder dans la première année combien d'argent va pour réduire la dette et combien d'argent va comme intérêt de la banque? Pour donner des proportions, à peu près 60% du paiement sur l'année 1 va dans l'argent de la banque et 40% dans le remboursement de l'hypothèque. Voilà. Et ça, je pense que ça, c'est l'un des meilleurs scénarios que j'ai pu rencontrer. All right? Et maintenant, remarquons quelque chose. Quand les gens financent avec du crédit, OK? Roméo, tu as dit que tu as acheté à 3%? Oui. Et 3% représente quoi, le taux d'intérêt, hein? Oui, c'est ça. Et maintenant, le 60% là qui va en intérêt dans la première, deuxième, troisième année, comment est-ce que tu appelles ça? Je dirais que c'est de l'argent perdu, mais gagné par la banque. On appelle ça le volume d'intérêt. Right? Donc, la banque t'a appelé et a dit, Roméo, voilà, on a 3% pour toi afin que tu achètes la maison. Et encore, again, je répète, il n'y a aucun problème avec ça. Okay? Mais nous sommes juste en train d'essayer d'adresser comment est-ce que les banquiers font les choses. Car si on veut devenir les banquiers nous-mêmes, il faut qu'on sache comment est-ce que le banquier joue. OK? Donc, on ne vous apprend pas à devenir votre propre banquier en vous disant achetez ça. Non, on vous apprend à devenir votre propre banquier en vous montrant exactement comment est-ce que le banquier joue. All right? Et maintenant, avant que je revienne sur la présentation, j'aimerais un peu te montrer ça, Roméo, afin que tu puisses répondre à la question et ça va aider tout le monde. All right? Connais-tu la compagnie qui s'appelle FedEx, Roméo? Oui, très bien. Tu connais la compagnie depuis quand? Il y a quand même beaucoup d'années, j'ai utilisé ces services pour envoyer du courrier dans différents pays. Et c'est ça leur logo, n'est-ce pas? Oui. As-tu déjà remarqué qu'il y a une flèche dans le logo?
Non, pas jusqu'à il y a récemment. Ah, tu parles de cette flèche. Oui. Donc, ça fait combien d'années que tu connais FedEx et ça fait combien d'années que tu connais la flèche? Mais on va dire que je connais FedEx, ça fait plus de 20 ans, mais j'ai découvert la flèche il y a moins d'une année. C'est exactement ça. Maintenant, le problème ici, c'est pas de dire une personne a mal acheté quoi que ce soit, mais c'est de vous montrer la flèche dans vos finances. All right? Et la flèche dans vos finances, vous la prenez en utilisant juste votre raison et votre logique dans un espace conversationnel comme ça, afin d'explorer c'est quoi le problème. Right? La solution aura lieu demain. Mais aujourd'hui, on parle du problème. Et maintenant, voilà la flèche. Tu as acheté la maison, 3%, et on a dit, ouais, les intérêts sont bas. Mais le banquier, il s'en fout que c'est 3 ou c'est 4. Lui, il dit, je sais bien que dans les 3, 4, 5 premières années, je sais bien que, écoute, je vais m'assurer qu'il me paye le plus d'intérêts possible. Et maintenant, la façon dont les banquiers vont garder la plupart des gens dans le cercle vicieux, là, c'est, ça fait combien d'années que tu es propriétaire, Roméo? Ça fait moins d'1 an. Moins d'1 an. Maintenant, parle-moi un peu. À quel horizon tu planifies de refinancer ou de vendre? Dans un horizon de 3 ans pour le Tu vois? refinancement. Et quand tu refinances, qu'est-ce qui recommence? Le processus C'est le depuis processus. l'acquisition. Oui. Voilà. Donc, maintenant, qui a pris tout le risque ici? C'est moi qui ai pris tout le risque. Qui est en train de collecter tout l'argent? C'est la banque. Et c'est soi-disant ta maison, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Et est-ce que tu as besoin de demander permission avant d'accéder ton argent que tu as mis dans la maison? Absolument, parce que je ne suis pas le propriétaire à 100% de l'argent. C'est ça. Et maintenant, pense à ça. Quand tu payes ces paiements, ils mettent ça au travail pour l'intérêt de qui? Des propriétaires de la banque. Maintenant, tu comprends un peu la routine. Absolument. Right? Maintenant, on revient à notre exemple ici. La plupart des personnes, ils laissent abandonner ce 90%, et c'est ce que nous, on ne va pas faire. On va prendre ce 90%, le faire passer dans un système bancaire personnel qu'on va avoir demain, et on va l'ajouter avec le 10%. On ne va pas prendre tout l'argent, c'est stratégique. Right? Et maintenant, comme on a vu le volume d'argent sous forme d'intérêt qui va chez le banquier, Nelson Nash a fait une étude et il a réalisé que dans le 90% ici qu'on a, environ 35%, c'est de l'intérêt qui va à la banque. 35% de chaque dollar représente l'intérêt qui va chez le banquier. Donc, c'est comme si tout ce qui va avec auto, logement, style de vie ici, de chaque dollar, c'est comme si 65%, c'est ce qui achète les produits. Le reste, 35%, c'est les banquiers qui collectent cela. Maintenant, remarquez un peu ça. La raison pour laquelle la plupart des personnes se disent, écoute, ça fait 10 ans que je suis ici au Canada, ça fait 20 ans que je suis ici au Canada, ça fait 15 ans. Je travaille, je fais overtime, j'ai 2 emplois, mais je sens comme si j'avance pas dans la vie. C'est à cause de ce que je veux montrer ici. Tu ne peux pas avancer tant que tu essaies d'utiliser le 10%, alors que les banquiers te prennent 35%. C'est impossible d'avancer. C'est comme si tu es en train de conduire un avion et la vitesse de l'avion, prenons que c'est 100 km par heure, all right? Ça, c'est la vitesse, OK, sur laquelle tu es en train de rouler. Et puis, il y a un vent qui est contraire, qui va contre toi, de 350 km par heure. Écoute, soit tu ne vas pas arriver là où tu vas, ou bien tu vas te retrouver dans un autre pays qui n'est pas là où tu voulais aller. À cause que c'est un environnement dans lequel tu ne peux pas opérer. Et c'est maintenant, ça, c'est un autre problème. Le problème que j'aimerais te faire identifier ici, Roméo, c'est le suivant. C'est aussi longtemps que tu essaies de trouver une solution dans ce système-là, tu vas toujours perdre. La solution qu'on va avoir demain, elle est carrément
en dehors de ce système. Il faut que tu sors de ce système. Il faut que tu sors. Car si tu ne sors pas, tu resteras toujours le déposant, l'emprunteur, mais tu ne deviendras jamais le banquier et le propriétaire de la banque. Tu es avec moi, Roméo. Car tu représentes tout le monde ici. Absolument. Maintenant, j'ai une question pour toi, Roméo. Tu dépenses de l'argent, right? Les 90%. Bien sûr. Oui. Et puis, prenons qu'il y a le 10% qui reste sur le compte bancaire. Et qu'est-ce que le banquier ou bien le conseiller te recommande de faire avec ça? Il me propose de le placer dans des produits qui vont me générer des intérêts. OK. On va un peu réfléchir à ça, all right? Donc, le banquier t'approche et il te dit, écoute, toi, parque ton argent ici, all right? On t'ouvre un compte et viens aimer ton argent ici. Mais toi, il te dit, mets l'argent ici, right? Et laisse-le s'asseoir. Oui. Okay? Mais tu penses que lui, il va laisser cet argent s'asseoir? Non, il va le travailler. Et penses-tu que... OK. Donc, c'est toi qui as emmené l'argent. C'est toi qui viens de le parquer. Le banquier, lui, qui t'a dit de parquer, lui, il ne parque pas l'argent. All right? Pourquoi? Toute chose qui est immobile n'existe juste pas. Oui. La mobilité, c'est un fait naturel. OK? C'est une loi. All right? Si le sang ne bouge pas dans ton corps, tu n'es juste plus vivant. Même la pluie, il y a une séquence. Là. La pluie tombe et ça repart. Oui. Tu manges et tu sors ce que tu as mangé. Donc, toute chose qui s'assied ici. Donc, ça c'est aussi un autre problème. Partout, vous allez entendre. Tu sais, Robéo, personne ici dans ce monde ne t'aime que plus que toi-même. Personne ne va prendre soin de tes avoirs que toi-même. Oui. Donc, le fait, ou bien les mythes de dire amène ton argent, enferme-le ici, ce n'est juste pas afin que toi tu sois le premier à en profiter. Et ça, c'est un autre problème dont j'aime parler beaucoup. La plupart des produits financiers qui existent sur le marché, les clients qui achètent, sur la liste des personnes qui doivent profiter de ces produits, les clients sont les derniers. Donc, c'est toi qui as emmené l'argent ici. Oui, c'est toi qui as pris le risque. C'est toi qui as dit, écoute, je vais abandonner le contrôle sur cet argent, la liquidité, l'accès, all right? Mais la première personne qui va en profiter, désolé de le dire, c'est le conseiller. La deuxième personne qui va en profiter, c'est l'institution. Maintenant, la troisième personne, finalement, quand il y a quelque chose qui reste, c'est toi. La question que j'ai, Roméo, penses-tu que l'argent que tu as placé, ok? Et rappelle-toi, tu es en train d'essayer de placer de l'argent car ici, tu sens que tu aimerais avancer dans la vie. C'est ça. Car tu payes beaucoup d'intérêts. Donc, c'est comme si tu as 10% et tu es en train d'essayer de gagner plus d'intérêts afin de recapturer ce que tu perds ici. Oui. Et maintenant, tu approches la même personne qui t'a mis dans le même problème. Et puis, tu lui dis, donne-moi une solution. Et puis, il te dit, je vais t'aider avec ça. Place l'argent ici. Et tu places l'argent. Et c'est un peu le paradoxe avec quelques outils financiers qu'on va avoir la chance de parler. All right? Donc, la solution pour toi, la solution pour prendre le contrôle n'est juste pas autour des produits financiers ici qu'on parle. Et demain, on va pouvoir explorer beaucoup d'outils selon leurs différences. Mais chaque outil qui te dit, mets l'argent ici, abandonne le contrôle sur ton argent, sur une longue période, sache que toi qui achètes, tu es le dernier à en profiter. Et ici, je viens de parler un peu de l'envergure du problème. Est-ce que tu as pu me suivre, Roméo, car tu représentes tout le monde ici? Très bien. Des questions? Alright. Pour les questions, n'hésitez pas. Hein. Si vous pouvez prendre directement la parole.
Vous cliquez juste sur la petite main là, histoire qu'on fasse ça de façon chronologique. Ou alors, vous pouvez écrire dans le chat si vous voulez parler de vivre, quoi. Use the right two lanes to take the Alberta 2 South exit. Je peux parler? Gaël, tu étais là. Bienvenue, Salut. Gaël. Bonjour à tous. En tout cas, je veux m'excuser de ne pas avoir été présent. En tout cas, je pense que je vais féliciter Loris d'avoir, je pense, tenu la barre haute et puis valablement représenté. Et puis, en tout cas, comme je dis, ce que vous apprenez aujourd'hui, ça change vos vies, ça change les vies, parce que juste un changement de perspective peut avoir un impact incommensurable sur vos vies. Vous êtes au bon endroit, donc n'hésitez pas à revenir demain pour avoir la solution au problème que Loris a exposé. Et puis, on a hâte de vous rencontrer encore une fois. Merci de votre présence en tout cas. All right. Merci, Gaël. Merci. Alors, Oh. des questions? Vous aussi critiquez, vous aussi, Gaël, est mauvais qu'il a. Chris, c'est Jean-Claude. J'espère que tu vas bien. Jean-Claude, bonsoir. Ben oui, bonsoir, bonsoir. Il fait un très bon service, Loris. Merci, Loris, pour tes services et toutes tes Merci mille fois, Jean-Claude. explications. Dis-moi, je veux juste comprendre un point, et je sais qu'on a déjà discuté de façon individuelle, mais peut-être que les autres personnes ils veulent comprendre ce point. Sur les hypothèques, là, les intérêts là, qui sont sur l'hypothèque, puis je sais que tu l'as exposé, là, est-ce qu'il va être possible de récupérer une certaine partie de ces intérêts-là que je me dis sur l'hypothèque? Donc, ta question, c'est, est-il possible de récupérer les intérêts qu'une personne paye sur les hypothèques? Oui, exact. La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, le concept, ici, nous dit la définition de ce concept, comme à la page 4. L'idée, c'est récupérer ses intérêts. All right? Sauf que pour récupérer les intérêts de quelque chose aussi grand comme une hypothèque, tu comprends que ça prend du travail. All right? Donc, la première façon de récupérer les intérêts de l'hypothèque n'est pas d'aller attaquer l'hypothèque. C'est d'abord d'attaquer les autres dettes qui sont autour de l'hypothèque. Et on pourra voir ça demain dans la solution. Et quand tu attaques les dettes qui sont autour de l'hypothèque, et que tu fais comme Nelson Nash. Nelson Nash, il s'est retrouvé, il avait 3 polices, et il a pu utiliser ces polices pour gérer d'abord, s'acheter le temps et gérer la grosse dette qu'il avait. Et ça lui a pris 13 ans pour éliminer 500 000 $ d'hypothèque. Mais il a dû faire stratégiquement, voir la police comme, ça c'est mon espace de réserve d'argent. Mais ça encore, je parle de la solution, mais on va voir ça demain. Il a dû d'abord changer la façon dont il pense, all right? Et puis il a dit, OK, je prends mon argent stratégiquement, je commence à le faire passer dans ces outils-là, et je le réaccède pendant que la croissance continue, et ça s'est passé sur 13 ans. Et il n'a fait que continuer le cycle comme ça. La pratique de comment les choses fonctionnent, je pense que demain sera une bonne opportunité afin qu'on regarde ça, right? Mais je réponds en disant, il est possible de recapturer l'intérêt sur les hypothèques. Okay. Mais est-ce que c'est la meilleure façon? Tu vois? Ouais. Miguel, tu allais dire quelque chose? Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur ce point-là? Miguel. OK. Les hypothèques, c'est des centaines de milliers de dollars. Peut-être que quelqu'un qui commence aujourd'hui ne les a pas. Mais peut-être que, par exemple, il a 20% de son hypothèque capitalisée à travailler pour lui. Peut-être on ne peut pas récupérer 100%, mais on sait que, par exemple, la moitié des hypothèques sont payées, la moitié des intérêts sur l'hypothèque sont payés les 7 premières années en ne payant que 20% de l'équité. Donc, une des astuces, c'est peut-être je n'ai pas 300 000 pour me payer ma maison, mais si j'ai un 60 000, je coupe les intérêts sur de moitié. Donc, je peux, par exemple, capitaliser un montant dans mon contrat d'assurance vie, emprunter 60 000 à faible taux et aller couper la moitié des intérêts de mes hypothèques parce que j'ai fait un dépôt équivalent à 20% de
la valeur marchande de ma maison. Je n'ai peut-être pas récupéré 100%, mais en tout cas, j'ai échangé une dette qui allait me coûter 50% de mon hypothèque par une petite dette qui me coûte quelques milliers de dollars, quelques milliers de dollars en fait. Voici encore une autre manière alternative de régler ce problème de volume d'intérêt qu'on paye sur les hypothèques. Mais non, techniquement encore, si tu peux, est-ce que vous connaissez le principe de rachat de consolidation de dette? C'est racheter d'une dette chère, la transformer en dette moins chère. Mais comme la dette hypothécaire, c'est une dette qui te coûte 200% chaque paiement. Je veux dire, quand tu payes $1, tu as $2 d'intérêt à payer. Est-ce que tu peux aller chercher une dette qui te coûte des centimes pour aller payer une dette qui te coûte des dollars? Donc, si tu ne peux pas aller full sur toute ton hypothèque, vas-y par tranche. Vas-y par tranche. Donc, cette stratégie-là, encore une fois, si c'est votre objectif, lorsque vous venez chez nous, on peut vous faire un plan détaillé de comment, selon vos liquidités, vous pouvez aller racheter, transférer les dettes extérieures, hypothécaires, en dettes intérieures personnelles, hypothécaires toujours, et éviter de sortir les intérêts de votre économie, mais les rediriger au final dans votre économie à vous. Donc, encore une fois, on est là, on a cette stratégie, on la met en place, on l'a déjà mis en place pour des gens. Okay. All right. Yeah. Guy, avant que tu reprennes la parole, j'aimerais juste encore rajouter quelque chose. All right? Gaël, en plus de ça, on sait bien que le concept bancaire infini, c'est un exercice en quoi? Un exercice d'imagination, un exercice de raison, de logique et de prophétie. Donc, ça doit être facile à imaginer, ça doit être raisonnable et ça doit être logique. All right? Et Jean-Claude, serais-tu OK si, car moi j'aime converser en posant des questions, car c'est en posant des questions que la lumière va s'allumer. All right? Est-ce que je peux te poser une série de questions un peu? Oui. Alors, pendant que tu veux récupérer les intérêts de ta maison, all right? Les intérêts que tu payes sur ta maison. L'idée, c'est que tu termines de payer la maison plus tôt, right? Ah oui, plutôt ça veut dire payer l'intérêt. Voilà. Car si tu veux récupérer les intérêts, c'est arriver à un niveau là où tu n'envoies plus cet argent à la banque. Exact. Et cela veut dire que c'est aussi en quelque sorte planifié de payer la maison plus tôt. Ouais. Très bien. Prenons maintenant que ce livre-là représente le titre de ta maison. Donc maintenant, tu as payé ta maison. Tu viens maintenant de faire une fête même à cause que ta maison est payée. La question que j'ai ici, la question que j'ai ici est la suivante. Maintenant, tu as ton titre de propriété, mais qui a tout l'argent? Là, j'ai le titre de propriété, mais où est l'argent? C'est la banque. All right. Et donc, toi, tu as payé de l'argent toute la banque. La question que j'ai, penses-tu que le banquier va laisser cet argent s'asseoir? Non, il l'a fait travailler. Donc, toi, maintenant, tu peux dormir en paix en sachant que le dollar que tu as envoyé au banquier, tu ne l'envoies plus. Right? Tu peux même commencer à l'envoyer dans la police. Mais l'équité qui est dans ta maison, c'est en train de se générer un retour de combien de pourcents par année? Je dirais à peu près 5 à 10%. Peut-être même, dépendamment du... Est-ce que tu as accès à cette équité? Non. Combien de pourcents tu penses que cette équité est en train de générer pour la banque? Beaucoup. Right? 100%. Maintenant, l'idée ici, c'est pas d'empêcher une personne à dire, OK, ne paye pas ta maison plus tôt. Nous sommes en train d'apprendre les personnes. Vous savez quoi? On va jamais vous apprendre comment devenir déposant. On va jamais vous apprendre comment emprunter. Vous avez et nous avons fait tout ça durant toute notre vie. Mais apprendre de réfléchir comme un banquier, ça s'apprend. C'est pour ça que le titre s'appelle Devenir. Maintenant, je ne suis pas contre l'idée de payer la maison plus tôt. On a des collègues dans l'industrie qui ont fait ça au lieu qu'ils fassent dans 40 ans dans le temps. Ils ont fait ça dans 7 ans. Mais aujourd'hui, ils nous disent, si j'aurais encore cette opportunité, je n'aurais pas fait ça.
Pourquoi? J'aurais peut-être pu prendre l'argent que j'aurais utilisé pour l'envoyer chez le banquier. Je lui aurais envoyé le minimum que je peux lui envoyer et me bâtir un réserve quelque part. Car quand tu as l'argent, Jean-Claude, les opportunités vont toquer à ta porte. Et c'est un peu de t'imaginer. Je vois ici, dans ma caméra, je vois ici Roméo et Jean-Claude. All right? Si une personne a de l'argent dans son outil, qu'on va voir vraiment demain, et une autre personne a de l'argent dans son équité, et que tu veux demain prendre une opportunité, qui va avoir accès à cet argent le plus tôt possible? Celui qui a l'argent. C'est à l'argent. Absolument. Car si ton argent est quelque part, que tu dois aller demander la permission, t'assujettir, te préqualifier, donner ton sang, je blague, je ne donne pas ton sang, mais si l'argent est dans une boîte pareille, cela ne te fait pas d'un banquier. Oui, ça te rend intelligent devant les gens, tu as ta maison, mais tu as combien d'argent? Et aussi, en tout cas, il y a beaucoup de choses que je dirais, mais c'est ça que j'ajouterais. Gaël, merci. Merci aussi à l'entreprise. Je voulais aussi rajouter quelque chose. C'est hyper pertinent ce que tu viens de noter là, Loris. Surtout le point où tu parles de la créativité. C'est une des portes que ce bouquin ouvre aussi. Donc, pour aller dans le même sens de Jean-Claude qui veut rapidement terminer de payer son hypothèque, forcément pour payer le moins d'intérêt possible, en étant créatif. C'est des choses, bien sûr, qu'on va voir sur les parties avancées, comme dans le mastery. Tu as des stratégies pour faire les deux, pour ne pas immobiliser ton argent tout en payant rapidement, en intégrant. On a fait une vidéo là-dessus avec Gaël, des stratégies comme la Manel Smith, c'est-à-dire d'aller chercher une marge hypothécaire de premier rang qui va permettre, en fait, de pouvoir démobiliser, en fait, l'argent qui est bloqué dans ta maison pour effectuer des opérations comme des investissements non structurés où tu as des retours. Tu peux avoir de la déductibilité des intérêts lorsque tu fais des investissements non structurés, quoi. Donc, je vais parler trop dans le détail, mais ce que je voulais plus appuyer, c'est la partie créativité. Donc, dès lors que tu commences déjà à comprendre le principe de devenir son propre banquier, tu deviens ultra créatif et tu peux toi-même être amené à combiner des stratégies ensemble, toujours backé par l'infinite banking. OK, je paye le moins d'intérêt possible tout en restant toujours liquide, en allant accéder à la liquidité sous un autre prisme, quoi. C'est exactement ça. All right. Donc, je lis dans la prochaine question de Marcel qui dit « Comment puis-je utiliser le concept pour vider, pour vider ma dette de voiture ?» Très bonne question. Très bien. Cette question est très bonne et elle va vraiment être une très bonne question à adresser demain, après qu'il y a eu des données, mais on ne va pas la laisser juste comme ça. On va essayer de la répondre. All right? Comment puis-je utiliser le concept pour vider ma dette de voiture? OK? L'un des problèmes que la plupart des personnes rencontrent, Marcel, c'est quelque chose qui s'appelle la loi de Parkinson. OK? Et la loi de Parkinson dit ce qui suit. Les dépenses s'élèvent pour égaler les revenus. All right? Les dépenses s'élèvent pour égaler le revenu. Aujourd'hui, oublions un peu ce concept. Si tu veux stratégiquement éliminer ta dette aujourd'hui, il faut que tu serres un peu la ceinture, tu consommes moins et tu prends l'excédent de ce que tu ne consommes pas et tu commences à envoyer chez le banquier à vider la dette. Mais en faisant cela, tu n'as plus cet argent. Oui, tu as payé cette dette, mais tu n'as plus cet argent. Et cet argent ne peut plus encore travailler pour toi. Cet argent ne peut plus encore te régénérer des intérêts. C'est parti pour toujours. Et tu as accompli ton objectif. Sauf que tu dois encore réépargner. Et si tu n'as pas la capacité de réépargner ou bien le temps, tu dois encore aller te endetter. All right? Maintenant, comment utiliser ce concept pour vider ta dette de voiture? C'est d'abord te familiariser un peu avec ce concept en venant dans des rencontres comme ça, rencontrer un conseiller, regarder la page 115 du livre. Ça va te dire qu'il y a un questionnaire que tu peux remplir. Et quand tu remplis ce questionnaire, nous, le conseiller que tu rencontres, celui qui va t'aider à
passer dans la phase d'imagination, de rendre ça clair dans ta tête. Car quand on te donne cette solution-là, ça doit être raisonnable, logique et facile à imaginer. On va prendre les flux qui te passent à travers les mains, incluant ce que tu dépenses déjà. Car il y a des dépenses fixes que tu as, il y a des dépenses variables. Et on va prendre la plupart des dépenses variables et voir comment on peut jouer ça sur le temps. OK? Car on a posé une question au début. On a dit, si tu travailles pour 2 semaines, ça te prend combien de temps avant que 50-60% de l'argent te quitte pour des choses que tu achètes, que tu dépenses dessus? Et on a pu voir la réponse. Maintenant, on va essayer un peu d'amortir ce taux et le ramener un peu bas afin de décaler quelques dépenses sur le temps, faire passer ça dans le système et on accède l'argent du système sans interrompre la croissance de ce que le système fait. Et c'est ce qu'on va voir exactement demain. Et on va payer la dette. Tu sais, la finalité de payer la dette avec ce système par rapport à sans ce système, c'est que au moins, à la fin de ce système, à la fin d'avoir payé ta dette, indépendamment du nombre de temps que ça va te prendre, à la fin d'avoir payé cette dette, tu auras encore un actif. L'argent que tu as, tout l'argent que tu auras utilisé pour payer la dette sera toujours dans ton contrôle, en train de croître. Tu ne fais pas des zigzags, tu épargnes, tu vas dans le zéro, tu épargnes, tu vas dans le zéro. Non, non. Ça ne fait que continuer à monter. Toi, tu ne fais qu'emprunter et tu remets. Dès que tu remets, là où tu as laissé l'argent, c'est pas là où tu vas la trouver. Et c'est exactement ce qu'on va voir demain. Et c'est ça que je dirais. Si tu as quelque chose à dire, Gaël. Ok. Je vais ajouter ceci. Dans l'infini banking, on ne dit pas de ne pas payer sa voiture. On a dit de changer le prêteur d'auto. C'est-à-dire, si tu avais Toyota te financer, tu dois maintenant devenir ton financier. Donc, on ne dit pas, je vais éliminer ma dette. Je vais éliminer la dette de Toyota et être propriétaire de la dette. Maintenant, pour éliminer la dette de Toyota, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon argent que je vais utiliser l'argent de mon système bancaire. Maintenant, j'ai une dette envers mon propre système bancaire, je me dois de continuer à la payer aux mêmes conditions que Toyota m'aurait imposées. Ce n'est pas le but. Devenir son propre banquier, c'est de récupérer les intérêts qu'on paye aux autres et récupérer les intérêts qu'on perd. Dans le cas ici, on est dans la section récupérer les intérêts qu'on perd en payant les autres. Donc, il faut continuer à faire les mêmes paiements et mettre l'argent dans son système pour le grossir et s'enrichir. Donc, je vais donner un exemple. Ma voiture me coûtait, je devais 10 000 $, mais je devais payer 15 000 $ d'intérêt. Je paye ma dette de 10 000 $ et les 5 000 $ d'intérêt supérieur, je les mets à travailler maintenant pour moi. Si j'avais 10 000 qui travaillaient pour moi, j'ai maintenant 15 000 qui travaillent pour moi toute ma vie. Donc, l'infini banking, ce n'est pas juste prendre et puis partir, c'est faire le cycle. L'argent quitte la poche A, va éliminer la dette et revient dans la poche B. Et on est toujours propriétaire du capital et des intérêts. Donc, il faut ajouter ce principe-là, c'est le cycle en 3 étapes. Capitaliser, utiliser et récupérer. Merci beaucoup, Gaël. Right. Marcel, pour boucler là-dessus aussi, on a fait une vidéo d'1 heure de temps exclusivement sur les autos pour expliquer différents aspects pour financer son auto en présentant déjà les méthodes classiques quand tu payes cash, quand tu payes en leasing et quand tu payes en utilisant une alternative à l'IBC qui est le CELI mais qui est plafonné, quoi. Donc, je te mets ça dans les commentaires là, puis tu pourras regarder ça en attendant ce que Loris va présenter demain, qui sera un petit peu comme, du moins si tu as des zones d'ombre, ça sera l'occasion justement de challenger Loris avec ça demain suite au visionnage de cette vidéo. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Tu es le bienvenu. All right. On a encore des questions. N'hésitez pas, hein, soyez pas timide. Vous pouvez prendre la parole directement ou écrire en commentaire. Plaisir. Et Loris a aussi mis à l'instant dans les notes là le lien pour se procurer le bouquin
Il y a une version en français, donc c'est le. Ouais, si tu envoies la version du e-book. Ok, il y a aussi une version numérique pour ceux qui veulent ça en format numérique. C'est ça. Avant que les questions viennent demain, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que Nelson Nash a pu bâtir dans les 13 ans pendant qu'il éliminait la dette et qu'est-ce qu'il a laissé. Okay? Je vais vous emmener des photos des polices qu'il a laissées. Il y en a quelques photos qu'on a pris quand moi et Gaël, on était à Orlando dans une rencontre d'autres praticiens. Et il y a des photos que j'ai prises pendant que on suivait nos cours de praticiens en ligne. Alright? Car si on ne voit pas vraiment dans notre imagination comment une autre personne l'a fait, ça peut être un peu difficile. Et demain, on va aussi voir les banquiers nous disent de faire A, mais eux, ils font B. C'est quoi ce B? Car si tu vas rencontrer un banquier et qu'il te dit, je te recommande de mettre l'argent ici, peut-être que tu n'as jamais eu l'audace de lui dire, dis-moi, cher banquier, où est-ce que cette banque conserve son argent? Est-ce qu'ils conservent ça dans leurs outils? Est-ce qu'ils conservent ça dans les mêmes outils, les mêmes rayères, les mêmes CELI que vous nous proposez, les mêmes rayeux? Demain, on aura la chance de regarder où est-ce qu'ils mettent la plupart de leur argent. Et aussi, avant d'arriver à l'outil, j'aimerais un peu comprendre ici. Y en a-t-il des gens qui sont en immobilier ici? Tu peux juste réagir. OK, Wolf. OK, très bien. All right. Oui, oui. Très bien. Demain, je vais carrément vous montrer combien de ressemblances se trouvent entre l'outil qu'on utilise pour implémenter ce concept et l'immobilier. Vous allez voir carrément, phrase pour phrase, vous allez voir exactement cet outil-là, il y a la valeur marchande de la maison. OK? Cet outil possède de l'équité du bénéfice. Comment est-ce qu'on peut appeler équité dans des phrases normales? Une phrase normale. C'est une phrase normale. Équité. On appelle ça équité. Équité, c'est équité. All right. Équité. Il y en a qui parlent de bénéfices. Et je me disais, OK. Non, les bénéfices, c'est quoi? On appelle ça capitalisation en immobilier. All right. C'est ça. All right. Car je sais en anglais aussi qu'il y a equity, tu vois. Donc, la représentation de la valeur marchande sur ces outils, la représentation de l'équité sur ces outils, la représentation de l'hypothèque sur ces outils. Et vous allez voir que, en fait, ça, c'est juste un building, mais qui n'a juste pas de locataire, qui n'a juste pas de plombier, qui n'a juste pas de toilette, que tu n'as pas à payer des taxes municipales dessus, et que tu peux carrément faire résider, pas seulement une part de l'argent qui vont te dire, paye ça, mais tout ton argent. Voilà. Demain, ce sera vraiment une séance importante. C'est juste qu'on divise ça en deux afin qu'on puisse se donner du temps à poser des questions. Voilà. All right. Loris, j'ai une question qui n'est pas liée, qui est liée au problème. Le problème décrit ce soir est un problème assez important. Je le comprends très bien. Mais la question que je pose, pourquoi est-ce que ce système-là persiste? Pourquoi bien que on a vu les faiblesses de ce système-là par rapport à l'individu, pourquoi, sachant ça, le système continue d'exister? Pourquoi on ne fait rien pour que, je veux dire, les personnes qui tiennent ce système-là ne font rien pour permettre aux individus de voir toute la face du problème? Je pose la question pour susciter la réponse pour nous permettre de voir encore plus loin. Je dirais merci. C'est vraiment une très bonne question. Et je remercie tout le monde vraiment de votre participation. Tu vois, ça nous réchauffe le cœur. Écoute, nous sommes 21h et il y en a encore une trentaine de personnes qui sont toujours là. Donc vraiment, on vous remercie du fin fond du cœur. Roméo, je dirais, les institutions financières, ils ne vont pas t'apprendre comment devenir indépendant financièrement. Ils vont t'apprendre comment tu peux dépendre d'eux financièrement. Et c'est un peu d'imaginer
Pourquoi est-ce qu'une nation financière viendrait t'apprendre comment prendre le contrôle de ton argent, de leur contrôle, afin que tu mettes aussi l'argent là où eux, ils mettent l'argent? Ça serait contre-intuitif. C'est pour cela que même Nelson Nash, laissez-moi un peu vous dire quelque chose. L'outil avec lequel on utilise pour implémenter ce concept, les assurances vie dont on parle, qu'on va vraiment approfondir demain, ça existe ici au Canada depuis 1842. 1842. Depuis quand existent les taxes? 1917. Donc, l'outil même lui-même, il prédate la loi fiscale. Maintenant, pourquoi est-ce que les banques ne vont pas venir te parler de ça? C'est parce que quand le jour où ils vont te faire comprendre cela, c'est le jour où ils vont commencer à faire faillite. C'est le jour où ils vont commencer à perdre le contrôle sur ton argent, car ton argent, c'est leur sang. Ils ont besoin de ça afin de continuer de rouler. Sans ça, le système ne peut jamais marcher. C'est la réponse la plus simple que je peux essayer de donner. Et aussi, en ajoutant, le système bancaire, est-ce que vous êtes là? Le son, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr, on entend. Très bien, très bien. Oui. Très bien. Maintenant, Par contre, ils vont te parler des CELI. Je n'ai rien contre un CELI. Le CELI, c'est l'un des meilleurs outils qui existent, mais en tant qu'individu, pas en tant que, ce que je veux dire ici, je vais le dire en tant qu'individu, pas en tant que conseiller. J'ai quelque chose contre le REER, j'ai quelque chose contre le REIE. Et demain, je vais le présenter. Pourquoi? Je trouve simplement que le client qui achète, il est le dernier à en profiter. Et ce que personne ne m'entende pas mal, j'ai déjà vendu ces produits. J'ai des clients qui ont acheté ces produits. Je ne les ai pas dit enlève l'argent ici et mets-le là-bas. Non, 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 non. Je les ai juste dit, écoute, utilisons notre raison, utilisons notre logique. Voyons les faits, pas dans l'angle dont le banquier nous a présenté, voyons les faits dans la langue de ce qui est écrit sur ces produits. All right? Et donc, les banquiers, ils ont le pouvoir du marketing. Et si les banquiers ont la voix la plus élancée, nous, on est en train juste, au Québec, Gaël est pratiquement le premier qui en parle. Au moins, à haute et intelligible voix. Les autres parlent dans le salle, quoi. Tu vois? Donc, ça, c'est un début. Quand est-ce que ce concept a vraiment commencé à même être partout ici au Canada? C'est en 2009. Imaginez-vous. Le vent que vous voyez aujourd'hui partout, Infinite Banking. Le tout a commencé en 2009, quand Nelson Nash est venu ici au Canada. All right? Donc, le chemin est encore long. OK? Et, ouais. Et aussi, les outils qu'on utilise, les mêmes élites, les mêmes banquiers, les mêmes institutions financières, ils y mettent des milliards. Vous n'allez jamais voir dans leur état financier consolidé des CELI, des REER, des whatever. Vous n'allez jamais voir des choses comme ça. L'argent qu'ils mettent dans ces outils, afin de contrôler la fonction bancaire dans leur vie, est plus élevé que leurs immobiliers, et plus élevé que des fois même leur cash. Mais voyons ça, car j'ai des rapports qui montrent ça. Demain sera la bonne journée. Voilà. right. Donc, on a une question de Z. Je ne sais pas si c'est vraiment le nom. Donc, avec la promotion de IBC, les banques finiront par disparaître. Bonne question. Sa question là revient quand même de temps à autre. On l'a déjà Je peux répondre à cette question? Oui, s'il te plaît. Le but de Nelson Nash, en écrivant le livre Becoming a Home Banker, c'est de changer, de redonner le contrôle au peuple et aussi de lutter contre l'inflation et le vol organisé que les intérêts exorbitants et les intérêts exorbitants, l'impôt et l'inflation. Donc, il y a un but qui est clair, qui est vraiment défini comme tel. Donc, si tout le monde adoptait ce mécanisme, effectivement, les banques comme on le connaît n'existeraient plus. Et même le gouvernement aussi, dans son pouvoir économique, changerait. Parce que le pouvoir économique passerait entre les mains de la population. C'est un courant de pensée
C'est une philosophie économique et politique, mais qui a son sens. D'ailleurs, on appelle ça la pensée économique autrichienne. C'est pour ceux qui connaissent l'économie, le courant de pensée autrichien qui s'oppose au keynésianisme. Et l'intention politique de ces gens-là, c'est effectivement In 600 meters, turn right. arrêter le contrôle que le gouvernement a sur l'économie. Un des une des conséquences de ce mode de pensée-là, c'est la philosophie du Bitcoin. C'est le même principe. On peut stocker sa richesse dans un endroit où on contrôle sans que quelqu'un ait la main dessus et s'en serve. Et évidemment, si on agit dans ce sens-là, Turn right. le résultat est évident, oui, les banques ont moins de contrôle, donc elles gagnent moins d'argent, elles existent peut-être moins. Mais personnellement, je ne dis pas ça, mais je dis que tant que toi, personnellement, tu n'as pas accumulé une réserve de capitaux suffisant, on va faire une alternative. Tu peux utiliser le système bancaire pour qu'il te rémunère. Le problème, c'est que le système bancaire vole par l'inflation essentiellement et ce qu'on appelle le système de réserve fractionnaire. C'est plus ça qui est pernicieux que les intérêts. C'est normal que quelqu'un qui a accumulé de l'argent se rémunère en te faisant payer des intérêts. Si toi, tu n'en as pas. Mais le problème, c'est que c'est l'injection de capitaux qui n'existe pas par l'impression de monnaie. C'est plus ça que l'infini banking attaque. Les tenants de la pensée économique autrichienne, là, ils attaquent plutôt le système de réserve fractionnaire qui font qu'il y a un vol insidieux par l'injection de monnaie sans contrepartie tangible. Donc ça, c'est la réponse un peu technique, hein, mais effectivement, oui, ça ne va pas dans leur intérêt, ils gagneront moins d'argent. Mais c'est normal aussi que quelqu'un qui a du capital, s'il te met ça à disposition, que tu le payes. Voilà, c'est ça un peu le résumé. Gaël, si je peux encore ajouter quelque chose, afin qu'on se détrompe un peu. OOZ. Avec la promotion d'IBC, les banques ne vont pas disparaître. Car rappelez-vous de quelque chose. Non, moi ici, je ne souhaite même pas que les banques disparaissent. À cause que sans le mouvement de l'argent entre institutions, les choses s'arrêtent. Afin que vous recevez votre salaire, il y a eu un mouvement de l'argent qui a dû se dérouler. Et si on veut que demain, les choses disparaissent et qu'on veut que les banques disparaissent, sans ce mouvement de l'argent, on perd. Mais par contre, je cadrerai, laisse-moi vous donner cette vision de le futur quand IBC prédomine. Ce futur, comprenez bien que ce concept, donc le concept bancaire infini, c'est pas un produit. C'est un processus. Et le processus consiste à prendre le contrôle de la fonction bancaire dans ta vie. Donc, quand Nelson Nash parlait beaucoup de bâtir le 10%, il disait que si 10% des Canadiens captent ce message, le reste sera juste un effet domino. All right? Maintenant, imaginons un peu si on a 10% des Canadiens qui vont maintenant accéder de l'argent dans les banques et commencer à l'entreposer dans ces outils. Vous comprenez que les banques n'auront plus quoi prêter. Si les banques n'ont plus quoi prêter, maintenant, ils n'ont plus de base à aller imprimer de l'argent. S'ils n'ont plus de base à aller imprimer de l'argent, maintenant, les banques ne peuvent que profiter sur le mouvement de l'argent normal. Et on ne va jusqu'au garder que juste la convenance du débit. Mais la fonction bancaire sera dans les mains des Canadiens qui ont créé leur système. Donc, l'idée ici, c'est pas de faire disparaître les banques, c'est vraiment désastreux. L'idée, c'est garder la convenance du débit aux banquiers. Les banquiers, ils étaient ça. C'était ça l'objectif initialement. L'objectif initialement n'était pas à ce qu'ils nous aident à conserver l'argent. L'objectif, c'était à faciliter les échanges, rendre ça sécuritaire. C'est dans le passé qu'ils ont réalisé, maintenant on a beaucoup d'or dans la réserve et les gens ne viennent pas emprunter, ils n'utilisent que juste des papiers.
qui est l'argent. Et maintenant, ils se sont donné des idées. Maintenant, commençons à prêter l'argent. Mais c'est une longue histoire. Mais dans le futur, le concept est là afin de t'apprendre. Toi, Roméo, toi, Marcel, toi, Jean-Claude, à prendre le contrôle de cette fonction bancaire, pas à éliminer le banquier. Ouais. C'est ceux qui veulent creuser ça. On a aussi fait une autre vidéo dessus où on parle de l'origine de l'argent. Donc, allez regarder ça. Moi, j'ai découvert plein de choses là, le truc avec les bancs et tout. Très, très, très passionnant. Je vous balance aussi le lien en description. Et ça va vous permettre peut-être d'avoir un peu plus de contexte sur ce que les Russes ont commencé à parler là. Donc, Daniel qui dit, seulement depuis 2009, nous sommes donc des privilégiés. Oui. Ah oui. Ouais. Car ce n'est juste qu'aux États-Unis et au Canada que ça fonctionne. J'en ai entendu, au Danemark, ça fonctionnait, ils ont arrêté. Au moins, ils ont arrêté pour les gens qui veulent y adhérer de nouveau. En Angleterre, ça fonctionnait, ils ont arrêté. En Australie, ça marchait dans le passé, ils ont arrêté. Et quand je parle dans le passé, pas en 2015, c'est dans les années vraiment passées. Même ici au Canada, un jour, ils ont essayé d'arrêter en réformant les choses. All right? Car tu sais, je ne vais pas parler de la politique, mais le monde de la politique, il n'aime pas des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et la bonne nouvelle, c'est que les produits ici qu'on utilise pour implémenter ce concept, ils ne peuvent pas être contrôlés par les politiciens à cause que c'est pas eux qui ont créé ça. Et eux-mêmes, ils utilisent ça. Gaël, on a fait une vidéo dessus où tu Ouais. parlais des polices d'assurance vie de Joe Biden et tout ça. Donc, C'est il ça, va pas non c'est plus ça. casser un truc que lui-même il C'est ça. utilise. Voilà, ils vont juste s'assurer que ça ne soit pas dit partout. Plus c'est partout, plus ça, le contrôle commence à venir de leur poche. Donc, c'est ça. All right. Donc, Daniel qui dit, pourquoi n'y a-t-il que très peu d'institutions qui offrent les conditions idéales pour un IBC réussi? Déjà, la question, c'est est-ce qu'il y a des institutions qui offrent ça? Je ne pense pas. Bon. Maintenant, Maurice, tu comprends la question? je comprends la question. Oui, go, Gaël. Parce que les institutions je parle de l'IBC. Les gens, quand ils entendent parler, aujourd'hui au Canada, en particulier au Québec, les gens mettent l'accent sur Infinite Banking, acheter l'assurance vie. Infinite Banking, acheter l'assurance vie. Assurance vie égale la bonne institution. Non, non, non. Le point, un IBC réussi, ce n'est pas une bonne assurance vie. Un IBC réussi, c'est ce que Loris a expliqué. Identifier le problème et appliquer la solution. L'outil, la bonne institution n'est qu'un élément du mécanisme. Donc, il y a plusieurs institutions au Canada qui permettent de concevoir des polices d'assurance vie, plutôt parfois même avec des bonnes configurations. Mais l'élément de réussite, c'est l'utilisation, la compréhension du principe, identifier. Si je veux réussir, la dernière fois, lundi, il y avait un de nos clients qui a fait le témoignage. Il avait remercié Loris de lui avoir montré comment il avait récupéré 13 000 $ d'intérêt. C'est ça la réussite. C'est pas, il n'a pas remercié. Je peux même corriger, comment il a éliminé 13 000 $ de dette. D'intérêt. Il n'a pas remercié Loris. Oui, tu m'as fait une belle police. Non. Il m'a fait une. On va déjà, Loris fait des bonnes polices, mais ce n'était pas ça la réussite. Parce que entre une personne qui a la même police et une autre personne qui a la même police, si l'autre reste dans son coin, à la regarder et puis avec des yeux amoureux pour dire elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle n'utilise pas, elle sera plus perdante que notre ami qui a compris qu'il doit utiliser sa police. Parce qu'il est en train de perdre ces 13 000 $ là. Donc, il faut que nous changeons de perspective par rapport à ça. Oui, il faut des bonnes polices. Oui, il faut dans des bonnes institutions. Mais utilisez. Regardez là où vous avez des intérêts que vous perdez. Regardez les intérêts que vous perdez en utilisant votre cash à vous. Créez du rendement avec vos dépenses. Récupérez les intérêts que vous payez. C'est ça la réussite. Gaël, tu sais, j'aime parler des choses un peu non conventionnelles. All right? Et peut-être que je vais pouvoir donc vous montrer les chiffres, OK, dans la classe de Mastery. All right? Il faut qu'on soit direct là.
Daniel, c'est une très bonne question. Pourquoi n'y a-t-il que très peu d'institutions qui offrent les conditions idéales pour un IBC réussi? C'est parce que, sincèrement, la plupart des institutions qui donnent ça sont les compagnies d'assurance et quelques banques. All right? Sans nommer aucune institution, sans nommer aucune banque et aucune compagnie d'assurance. All right? Il y a des compagnies d'assurance dont je connais. Dans le temps, ils offraient ces produits, mais quand ils ont remarqué que les gens ont commencé à prendre des prêts dans ces produits et les gens ne ramènent pas à cause qu'ils ont ce contrôle, la compagnie a dit on arrête ce produit. Ils ont arrêté ça vers 2016-2017 et ils ont repris ça vers 2020-2021 quand ils ont remarqué que, attends un peu, ça commence à reprendre. Les gens commencent à vouloir acheter ces produits. Donc, Daniel, pour qu'il y ait des conditions idéales pour un IBC réussi, il faut que dans le système, tu puisses être le copropriétaire de la banque ou le propriétaire de la banque. Et maintenant, d'une façon optimale, il faut que l'institution ou la compagnie d'assurance, là où tu achètes ce produit pour implémenter ce concept, il faut que tu sois la première personne sur la liste qui a droit à accéder à l'argent. Donc, il faut que tu sois actionnaire. Et la seule compagnie mutuelle qui existe ici au Canada, c'est juste la seule. Les autres, tu n'es juste que propriétaire de ta police et propriétaire dans ce qu'on appelle un compte de participation, là où on met toutes nos primes. Mais la compagnie mutuelle, tu es propriétaire de la police, copropriétaire du compte de participation et aussi copropriétaire afin de gagner les revenus sur toutes les autres lignes d'affaires de cette compagnie. Maintenant, les autres ne donnent pas les conditions idéales à cause que les actionnaires vont dire, écoute, il y a des clients qui accèdent de l'argent qui ne ramènent pas ici. Arrêtez ces produits-là. Car on aurait pris cet argent et investi ailleurs. Ça, c'est les actionnaires. Et demain, tu vas juste souffrir de leurs décisions. All right? C'est pour cela. All right. La question, est-ce que tu peux bien préciser, tu dis, c'est juste dommage que nous ne pouvons pas récupérer plus qu'un an. Je ne sais pas si tu veux dire. Sikirato, tu es là? Sikirato. Je n'ai pas très bien compris ta question. C'est toujours en ligne. Oui, allô? Oui, bonsoir, Sikirato. Oui, bonsoir. Bon, moi, je disais, moi, j'ai rejoint j'ai parlé avec elle et puis pris le train en cours il n'y a pas longtemps, mais je suis banquier. Pour une des institutions, c'est sûr que ça me challenge un peu. Mais en même temps, je vois déjà le bien fondé de cela. Ce que j'ai déploré juste quelques mois là d'adhésion, c'est que je peux pas récupérer des années en arrière de perduité. C'est juste ça. Je pense que je Si comprends jamais il y a une exactement. stratégie aussi, je pense que Gaël me le partagera en temps de dire. Et tu sais quoi? Merci de la question, Sikirato, surtout d'être volontaire de prendre la parole. Ta question que tu viens de me poser, ça a un lien aussi avec les conditions idéales pour un IBC réussi que Daniel parlait. Qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, la plupart des clients qui sont ici, qui regardent qui écoutent ce concept, ils se disent, j'aurais souhaité d'avoir commencé plus tôt. N'est-ce pas? Sauf que maintenant, plus tôt, on veut dire quand? Il y a 10 ans, il y a 20 ans. Tu vois, Sikirato, ce que tu dis, oh, moi, j'ai pu commencer ma police et puis on a fait ce qu'on appelle l'antidatation. Et puis, tu as pu commencer peut-être d'une année en avance, right? Car c'est quelque chose qui est possible avec ces polices-là. Tu peux antidater et commencer comme si tu as commencé l'année dernière. Et comme ça, quand tu commences cette année, dans ta vie, c'est la première année, mais sur papier, tu commences la deuxième année. Donc l'année prochaine, comme aujourd'hui, tu viens de terminer la deuxième année et tu commences la troisième année. Et tu t'es acheté une année, all right? Si tu savais que dans les autres compagnies, ils te disent, on ne peut candidater juste 90 jours. Comment te sentirais-tu? Car la seule compagnie là que tu parles qui t'a donné une année, c'est la seule. Les autres, le plus proche, c'est 6 mois. Ils te disent 6 mois. On antidate pour 6 mois. Tu vois? Et aussi, une autre raison pourquoi c'est gratuit, c'est, écoute, il est
comme c'est basé sur des polices, même si on parle de la solution qu'on va vraiment entrer en profondeur demain, comment est-ce que la compagnie va évoluer qu'il y a 10 ans, tu étais en bonne santé? Car avec ces outils-là, tu ne te qualifies pas avec ton argent, tu te qualifies avec ta santé et tu paies avec ton argent. Tu te qualifies avec ta santé et tu paies avec ton argent. Comment est-ce qu'ils vont évaluer qu'en 2016, si tu étais en bonne santé? C'est vraiment difficile. C'est pour ça que le maximum qu'il peut s'allouer, c'est une année. Bon, ben, expliquer comme ça, alors, je comprends. Et je retire le mot dommage, mais je dirais que c'est un privilège de pouvoir l'antidater sur un an. Oui, c'est ça que je dis toujours, que avoir ces outils-là, c'est pas un droit. Que personne ne pense que avoir ces outils-là, c'est un droit. C'est pour ça que moi et Gaël, on dit toujours, quand on rencontre un client, on t'annonce à l'avance, nous ne sommes pas des vendeurs, nous sommes des acheteurs. C'est nous qui décidons, les personnes qui ont le mindset qui est optimum afin qu'ils travaillent avec nous. Car si une personne n'est pas coachable, si une personne ne respecte peut-être pas notre temps, ou bien que donc la communication est difficile, on va juste lui dire, tant que tu es heureux, on aimerait juste que tu prennes du temps afin de réfléchir et tu reviens quand tu es prêt. Tu vois? Et c'est pour cela qu'on est heureux de te compter parmi nos heureux clients. Right. Il y a encore des questions. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à prendre la parole, hein, si vous voulez poser vos questions de vive voix. Et n'oubliez pas, demain à la même heure, on va se rencontrer pour traiter le segment de la solution. Loris va montrer déjà les solutions classiques qui existent dans le marché, et puis celles qu'on préconise, vous l'aurez tout de suite deviné, qui est l'Internet Banking. Donc, mettez ça dans vos agendas. Vous allez recevoir des rappels de la plateforme, mais mettez quand même dans vos agendas. Ça va être épique. Donc, n'hésitez pas, prenez la parole si vous avez des questions, vous avez des appréciations. Si vous avez même des suggestions, si vous aimeriez peut-être nous suggérer une façon de vous présenter tout ça, parce que le but aussi, c'est de s'améliorer et de vous présenter le message de la meilleure des manières. Donc, on reste ouvert, on est tout de suite et on vous écoute. Voilà, on peut aller se coucher. Très bien. Je pense que c'est ça. On peut closer? Bah ouais, Je pense que c'est ça. Mais demain, prenez note. Oui, Roméo? Non, j'ai hâte de la séance de demain. Je suis sûr que beaucoup également attendent la solution, mais c'est très important que le problème soit bien cerné, comme ça on sait où est-ce que comment la solution va être mise en œuvre. Donc demain, vivement que la solution soit très pratique et comme elle a été jusqu'à maintenant. En fait, c'est exactement ça. Nous apprécions énormément Gaël. Loris est percutant aussi. Merci beaucoup. Allô, les gars? Oui. Allô? Yes, Gaël. Oui. Encore une fois, je veux vous remercier d'avoir pris de votre soirée pour venir. Mais vous comprenez maintenant le bien ou le mal que vous souffrez actuellement, la peine que vous pouvez ressentir actuellement. Est-ce que dans votre entourage, dans votre parenté, vous ne connaissez pas des personnes qui sont dans votre situation aujourd'hui et qui peuvent ressentir cette peine-là, même parfois de manière inconsciente? Prenez le temps de les inviter à s'inscrire, à venir écouter au moins et à se faire leur propre opinion. Parce que plus on est de personnes qui vont nous débarrasser de ce problème-là et reprendre le conseil, plus on sera un meilleur pays et des meilleures communautés. Donc encore une fois, n'hésitez pas à venir demain et aussi apporter le message à ceux qui sont encore un peu dans l'ombre, qui se posent des questions. Infinity Banking à gauche, Infinity Banking à droite. Ils viennent écouter leur juste. Merci encore. Merci à tous. Beaucoup. Passez une excellente soirée et puis à tout bientôt. Merci.
Merci Oui, beaucoup. Guy, ici, il y a Il Yvonne. parle de Yvonne, l'argent. la vidéo que vous avez fait qui parle de la source de l'argent, donc d'où vient l'argent. L'économie autrichienne, l'argent, l'or, les choses comme ça. Ah oui, oui, oui. Ouais, sur YouTube. Ouais. J'ai mis ça plus haut là. En tout cas, demain, je vais essayer Guy, de changer le style. Mhm. Oui, on va voir un cas, mais Tu es dans le club. je pense qu'il est dans le club, oui. J'ai mis le lien pour rejoindre le club là. Si tu es dans le club, je vais balancer ça directement dans le club là. Le temps que je m'avais fouillé ça là, vu qu'on arrête en clôture déjà. Donc, merci encore à tous et puis passez une excellente soirée. Bye bye. Très bien.